Ouais, da dene, da dene, Thomas Delia, Donc, tout ce jig, d'abord, Namalingue, Samolea, à vous tous, Jaxile, Samji, Jadosi, toutes mes salutations empreintes Ane, de signes auspicieux, mais tous mes tachidévé. Ane Mango Yarcho Simo Cheche, da Diriji, Tsubi Imbre, de Tsugwa, Gumzer, de Tso, de Donc, nous allons commencer ce cycle d'enseignement. Et la raison pour laquelle, en fait, on a mis ça, c'est pour euh, au- améliorer la connaissance du Vajrayana et des sujets reliés au Vajrayana parmi la communauté monastique dans les centres Kagu d'études et de pratique, et en particulier parmi les moines et nonnes qui sont dans les sections de rituels dans les monastères. Donc, c'est à cette intention que nous avons mis en place ce cycle d'enseignement. De façon générale, à l'époque de Marpa, donc à l'époque de Marpa, donc la lignée Kagu avait une forte tradition de pratique, mais également d'enseignement des tantras. Et de nos jours, en fait, la lignée de pratique demeure. Néanmoins, il reste peu de cette lignée d'études et d'enseignement des tantras. Et, et donc, cette lignée d'écoute et d'enseignement, donc, et donc cette lignée, soit elle a été cette lignée de transmission d'études et d'explications des tantras, soit elle n'a pas été complète, ou soit c'est nous qui n'avons pas su en fait la maintenir. Et donc, nous tous, en tant que communauté Kagu, donc nous tous, aussi bien les lamas, les tulkus que les étudiants laïcs, hommes et femmes, on doit en fait se rassembler avec une motivation plus large pour raviver ces enseignements. Et pour cela, on a besoin d'être énergique pour mettre cela en pratique. C'est la raison pour laquelle donc voilà, c'est vraiment donc dans l'idée de raviver cette tradition d'enseignement et d'étude des tantras, et non pas simplement la tradition de pratique, que, ce cycle d'enseignement a ses raisons d'être. Et, et donc, au regard du fait que cette tradition qui, à l'époque de Marpa, était si vivante, était si forte, et au regard de la situation actuelle, donc, on se doit euh, tous, en tant que membres impliqués dans les enseignements et pratiques de la lignée Kagu, donc faire de notre mieux pour raviver cette partie de la lignée de transmission qui est celle de l'enseignement des tantras. Alors, donc la raison pour laquelle ces cycles d'enseignement, on les appelait Marmok, est la suivante. Marpa, en fait, avait quatre principaux disciples. Et parmi ces quatre, il y a eu le fameux Ngok Dorje.
Et c'est en liaison avec ce disciple particulier qu'on a appelé ainsi donc ces enseignements d'été Marnok Marnok, donc qui est en résumé la liaison entre le maître Marpa et le disciple Ngokpa. Et c'est donc pour nous rappeler de cette tradition d'étude et de transmission des tantras telle qu'elle était à l'époque où Marpa les avait transmis à son disciple Ngok Chukudoji, que nous avons ainsi appelé ce cycle d'enseignement ainsi, à la fois pour nous inspirer en nous rappelant comment était la tradition de transmission à l'époque, à cette époque-là, et également pour nous encourager à préserver cette tradition. Donc c'est vraiment avec cet objectif que j'ai donné ce titre à ce cycle d'enseignement d'été. Ce n'est pas du tout pour que cela sonne éloquent ou impressionnant. En fait, si on se contente simplement de on va dire, faire le fier en brandissant des noms rappelant la gloire de l'histoire des pères fondateurs de la lignée, mais qu'à côté de cela, on reste paresseux ou complaisant, eh bien, il y a vraiment le danger que tout cela se pourrisse de l'intérieur. Et, et par conséquent, il est vraiment nécessaire qu'on soit très clair à ce sujet-là, qu'on reconnaisse vraiment quelle est notre situation telle qu'elle est actuellement, quel est notre environnement, et confronter cela donc confronter cela malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir et ouais. Donc c'est vraiment comment voilà, chacun de nous doit avoir cette prise de conscience, dans quelle situation on est, quel environnement pratique on est. Et, et dans cette situation, eh bien, savoir écarter les difficultés qui nous empêchent de progresser, faire preuve de courage et rassembler autant d'énergie que l'on peut pour, à notre niveau, raviver ces enseignements qui sont en train de décliner. Donc, donc, de ma position, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui peut dire, aussi bien d'un point de vue du dharma que d'un point de vue mondain, que ceci est bien ou ceci n'est euh, non, pardon. Il n'y a pas de raison pour moi, dans ma position, de me satisfaire d'une certaine situation, qu'elle soit au niveau du dharma ou qu'elle soit au niveau du monde. Mais au contraire, en fait, quelles que soient les difficultés, je fais de mon mieux pour ne pas perdre mes résolutions. Il y a beaucoup de difficultés, aussi bien extérieures qu'intérieures, que je traîne avec moi. Mais néanmoins, j'essaye du mieux que je peux d'avancer. Je fais mon maximum pour avancer. Et parfois, je ne vois pas où est-ce que ça me mène. J'ai le sentiment que si je continue avec force à croire en mes convictions et à continuer à avancer, eh bien un jour,
je verrai la lumière au bout du tunnel. Et ça me donne plus de force d'esprit. Moi, si, donc, donc, bien sûr, on- on peut être en proie à de nombreuses et différentes inquiétudes. Comment les choses vont être à l'avenir, etc. Mais en fait, de mon point de vue, si on se laisse encombrer l'esprit par tous ces soucis, c'est comme un signe de manque de confiance en soi. Donc, au lieu donc de me laisser écraser par les inquiétudes et mes incertitudes concernant le futur, eh bien, je prends sur moi euh, d'être une personne courageuse pour faire face à la situation. Et donc, avoir cette attitude, à mon avis, est importante. Au lieu d'être dans une perception négative des choses, eh bien, au contraire, d'être focalisé sur ce que l'on peut faire pour améliorer la situation et être capable d'être serein et rassembler ses forces pour affronter la situation présente. Bon, mais au lieu de continuer de parler de tous ces soucis, abordons le sujet de notre enseignement. Ah, 내가 제일 인주스탄 때네 신이 베디 강에 유대버지다 뇨르 사비에버지 하고도와 다 이네 디디 donc, 치사로 다고 무튀네 donc- 마제라제로 차려 donc la tâche n'est pas facile, même en ce qui me, en, en ce qui me concerne. 뇨르 사비에 되버지 드리지레샤 다 임비냐 당에 지 상하 중앙 시기 인체제 자라 표자로 제네 다직 상관로야 잡자 체스도 산다 네 디시에 투사 Donc, 말에 제제 공부 쉬는 저거 말아봐다 드리 뉴스 oui, en bref. Donc, au début, lorsque je pensais mettre tout ça en place, j'avais une idée vague des choses à faire, mais dès qu'on commence à entrer dans le détail des sujets, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir dire de façon précise, de façon détaillée. Et là, on se rend compte à quel point donc, le sujet est difficile, qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Mais à partir du moment où on a lancé la machine, donc on ne peut plus faire machine arrière, n'est-ce pas? Je ne peux pas me présenter devant vous comme ça en me disant que je ne suis pas prêt ou pas. Euh, et donc, pour aborder ce sujet, donc, euh, on va notamment aborder l'histoire de l'Inde pour pouvoir traiter de l'origine des mantras. Le sens du Bouddha Dharma, en fait, ce qu'est le Bouddha Dharma, est constitué de philosophie, de pratique, avec une large perspective. Ça nécessite une grande patience, une sagesse qui comprend l'interdépendance des choses, et ainsi que un amour et une bienveillance qui soient équanimes, qui soient dirigés vers tous les êtres. Et ceci transcende toutes les frontières d'ethnie, tous les domaines de la connaissance, ça transcende même le temps. Et même après 2500 ans, il reste encore un point essentiel, une signification qui est
extrêmement, d'une utilisation extrêmement pratique. Ce Bouddha Dharma transcende le langage individuel, ça transcende également les sujets d'études particuliers ou nos habitudes de pensée. Alors, donc, ensuite, si on regarde ce Bouddha Dharma tel qu'on le connaît de nos jours, on peut se demander comment ce système est-il si précis dans la pratique, aussi clair dans les instructions. Comme par exemple, comment est-ce que les Bouddhas et les Bodhisattvas ont telle ou telle forme? Par exemple, pourquoi Chenrezig est comme ça? Pourquoi Manjushri ressemble à ça? Pourquoi ils ont de tels aspects? De la même façon, la terminologie des mots, les mots du Dharma, ainsi que les vues philosophiques. Pourquoi, en fait, on utilise tel terme, telle terminologie dans le Dharma? Pourquoi est-ce qu'il y a tel point de vue? Donc, pourquoi, en fait, il y a toutes ces spécificités? Pourquoi il y a une telle précision dans tout cela? Et en général, je réponds en disant, en fait, le Bouddha Dharma transcende les mots, transcende les pensées, transcende les apparences. Mais ce que nous appelons habituellement le bouddhisme, le Bouddha Dharma, en fait, a voyagé tout au long de l'histoire des civilisations humaines et de nos connaissances. Et c'est ce voyage dans l'histoire des civilisations et des connaissances qui a fait que le Bouddha Dharma ou le bouddhisme a pris la forme telle que nous la connaissons actuellement. Et donc, voilà, nous, dans notre façon habituelle de comprendre le Bouddha Dharma, le bouddhisme, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça du jour au lendemain, hop, 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 est apparu. Mais donc, il y a vraiment toute une évolution qui a fait que ce bouddhisme, ce Bouddha Dharma, a pris les formes que nous connaissons. Et pour expliquer cela autrement, on peut dire que, en fait, la forme qu'a pris le bouddhisme est ainsi parce que c'est la façon la plus bénéfique et appropriée pour venir en aide aux êtres qui ont eu au contact avec ces enseignements. Ainsi, les méthodes enseignées dans les écritures bouddhistes sont en fait, s'accordent avec la façon de penser dans les sociétés humaines et aussi par rapport aux valeurs qui étaient communément admises dans ces sociétés par les individus. Par exemple, si on parle des enseignements du Bouddha ou de la religion bouddhiste, en fait, le sens de la forme qu'a pris le Bouddha Dharma, eh bien, c'est pour dire les choses simplement, une façon facile pour les gens de comprendre les enseignements du Bouddha et de les accepter. Et ensuite, donc, pour comprendre, on voit bien que pour comprendre le sens du bouddhisme tel que nous le connaissons actuellement, il est important pour nous, en fait, d'abord de comprendre l'histoire dans lequel, en fait, le bouddhisme est né et a évolué jusqu'à nos jours, pour prendre ainsi les formes que l'on connaît actuellement. Et pour cette raison, donc la première question qu'on se pose,
si on se demande d'où vient le bouddhisme, eh bien, à l'origine, le bouddhisme est apparu en Inde. Donc, il est important pour nous d'avoir une connaissance de l'histoire de l'Inde par rapport donc, à la naissance du Bouddha Dharma. Et en fait, donc, à l'origine du bouddhisme, on remonte jusqu'aux sociétés de l'Inde antique. Et à cette époque, donc, il y avait une certaine société, philosophie, des sciences, etc. Il y avait une façon de penser en Inde. Et en fait, donc, il y a même eu différentes sociétés ou classes, des façons de penser, de logique, etc. Et donc, d'entrée de jeu, le bouddhisme, en fait, est apparu ou apparu et s'est nourri par les différentes cultures et traditions de cette époque. La raison principale est que le bouddhisme, en fait, a toujours fait l'effort de s'accommoder, ou s'est toujours préoccupé de la nécessité de s'accommoder au pays, au temps et à l'endroit où il devait être utile aux êtres. Donc, comme on le trouve formulé souvent dans certaines pratiques, on parle donc des Bouddhas qui disciplinent chaque être en fonction de leur aptitude. Et ainsi, donc, les premières formes qu'a pris le bouddhisme étaient là pour être accessibles à la population indienne de cette époque. Par exemple, on prend un exemple, les anciennes statues de Bouddha et de Bodhisattva dans les différentes places, les différents endroits avaient différents endroits, comme par exemple les statues de Gandhara ressemblaient à des statues grecques. Les statues chinoises ressemblaient à la population chinoise. Les statues de Thaïlande ou de d'autres endroits étaient très influencées simplement par la culture locale. Si vous faites si vous demandez à un Tibétain de choisir entre une statue thaïlandaise de Bouddha et une statue tibétaine, eh bien, très probablement, il choisirait la statue tibétaine. Ce n'est pas une question qu'ils ont plus de foi dans certains Bouddhas ou Bodhisattvas, c'est juste que il y a cette habitude de voir les statues de Bouddha suivant la tradition tibétaine. Et donc, ils se sentent donc une plus grande proximité par rapport à cette représentation des Bouddhas que celle de pays plus lointains, comme la Thaïlande. Et d'une façon générale, lorsqu'on choisit quelque chose à laquelle on se sent proche, il est plus facile de se développer de la foi et de la dévotion. Parce qu'en fait, fondamentalement, le corps du Bouddha, il est pareil dans quel que soit l'endroit et le temps. Donc, toutes ces différences d'aspect, elles sont simplement culturelles, liées au contexte de la société et de l'époque. Et par conséquent, il est important pour nous de comprendre. Donc, et pourtant, si on veut discuter dans le cadre de ces enseignements l'histoire des mantras secrets en particulier, il est important déjà au départ de comprendre l'origine de ces mantras secrets. Et donc, il est important pour comprendre cela,
il faut en fait remonter à l'histoire même du bouddhisme, donc pas simplement l'histoire des mantras secrets, mais l'histoire du bouddhisme. Et si on veut connaître l'origine du Bouddha Dharma, eh bien, dans la mesure où le Bouddha Dharma est apparu en Inde, eh bien, cette compréhension, elle est liée à une certaine compréhension de l'histoire de l'Inde. Et par conséquent, si on a une connaissance, ne serait-ce qu'une certaine connaissance de l'histoire de l'Inde, ça sera plus facile pour nous de comprendre les origines et le développement du bouddhisme et des mantras secrets. Et, et s'il y a cette compréhension, elle est très bénéfique dans la mesure où eh bien, ça va nous aider à ne plus être distrait par des aspects extérieurs, par tout ce qui est formel ou rituel, mais d'arriver à une compréhension plus profonde de ce qu'est le bouddhisme et le Vajrayana en particulier. Et de cette façon, on pourra comprendre ce que les intentions ou les pensées du Bouddha à travers les enseignements qui nous sont présentés. Donc, avant de discuter de l'origine des mantras secrets, il est important d'abord d'avoir un certain bagage, de certaines connaissances sur la société de l'Inde antique. Comment ils vivaient, quelle était leur philosophie. C'est vraiment de telles connaissances, même générales, et importantes et très bénéfiques dans notre contexte. Mais à vrai dire, on n'a pas vraiment étudié l'histoire, et en particulier l'histoire indienne est tellement riche qu'il est difficile pour une personne comme moi d'en avoir connaissance et de l'expliquer. Néanmoins, parmi les Tibétains, il y en a quelques-uns qui connaissent l'histoire et la civilisation de l'Inde antique. Et ceux qui connaissent l'histoire du bouddhisme d'une façon générale, et en particulier l'histoire des mantras secrets, sont rares, vraiment rares. Et, et, et par conséquent, dans ce contexte-là, vraiment, je vous implore votre clémence. Je vais faire de mon mieux, mais comprenez que la tâche est difficile pour moi et j'implore donc votre clémence. Alors donc, comme on a dit, maintenant le contexte mis en place, ils vont donc parler de l'Inde, n'est-ce pas? Alors l'Inde, c'est donc c'est un sous-continent. Il est sur on dit que l'Inde est sur le sous-continent indien, au sud de l'Asie. Voilà, comme il vient de dire en anglais, le subcontinent indien. Donc, il fait partie du continent de l'Asie, dans la partie sud, et généralement, donc, on le localise au niveau du subcontinent indien. Ensuite, alors, elle est très riche, l'histoire de l'Inde. En fait, les recherches sur l'Inde ont été à un niveau très, très profond, parce que l'Inde, les études sur les civilisations de l'Inde ont une position très importante. Non seulement les langues indiennes, comme notamment le sanskrit et différentes langues européennes, en fait, viennent d'une même famille de langages. Et aussi, le développement de religions en Inde, de philosophie, des religions, des philosophies, des façons de penser. Eh bien, en fait, tout cela s'est développé au travers de différents pays d'Asie. Donc, différentes religions, systèmes de pensée, en fait, trouvent leur origine en Inde.
et ont influencé une très grande partie de l'Asie. On peut dire, par exemple, qu'il y a notamment 3 grandes religions et 6 grandes philosophies, développées en Inde et qui ont représenté un développement important, dans la compréhension humaine de l'esprit. Et donc, en fait, il y a eu, il y a eu beaucoup de recherches sur l'histoire indienne par rapport à cela, parce que donc ces grandes religions et grandes philosophies dont on vient évoquer, comme elles ont eu leur source en Inde, et bien pour vraiment les comprendre jusqu'à leur origine, on a dû donc faire des recherches par rapport à l'histoire de l'Inde. Donc là, quelque chose à vous montrer. Attendez un peu. Veuillez patienter un moment. Bien. Donc c'était la diapo d'instru. Voilà. C'était la diapo d'introduction avec le titre de l'enseignement. Là, ici. Donc d'abord, on va parler de la. Donc là, vous avez un plan ici de la région de l'Inde, notamment, donc comme c'est écrit dans les forts du Rajasthan. Alors pourquoi je vous montre ça? Donc en fait, voilà, donc en image, ces fameux forts sur les collines du Rajasthan. Rajasthan. Donc ici. Alors donc, donc c'est 8e siècle, on parle du 8e siècle, je pense. Je ne sais pas si c'est avant ou après, mais donc qu'est-ce qui est dit? Donc ces constructions. Donc voilà, donc ces forts en fait ont été un moyen, donc une façon donc de préserver le pays. En fait, c'est ici ça montre la relation qu'il y a entre l'Inde et les autres pays frontaliers. Et donc cette construction médiévale en fait donc permettait d'une façon visible en fait de démarquer donc la civilisation indienne par rapport à celle qui aux civilisations environnantes. Alors alors donc
Ensuite, parlant de la civilisation de l'Inde, elle a préservé jusqu'à présent des coutumes vraiment ancestrales de différents pays. Par exemple, euh, il- bah, tr- no- je vais vous donner des exemples. Pour- donc, c'est juste pour vous donner un exemple. Comme, donc voilà, par exemple, là, les images que je vous ai montrées, c'est des constructions de l'époque médiévale. Donc, ouais. Et voilà. Donc, la présence de ces forts, en fait, pouvait montrer la faible interaction qu'il y avait entre les civilisations à l'extérieur de ces forts et celles qui étaient à l'intérieur. Et donc ça, c'est juste une image, un exemple pour expliquer comment, en fait, on a pu identifier, par exemple, plus précisément, la civilisation à l'intérieur de l'Inde. Donc, on va faire une pause. On va faire une petite pause. À tout de suite. Ensuite, donc pour continuer, comment dire, donc c'est vraiment un pays riche de traditions. Par exemple, donc ils ont préservé de nombreuses coutumes. Pour prendre un exemple, même si de nos jours, la plupart des gens ne parlent plus le sanskrit en Inde, mais néanmoins, certains brahmines éduqués continuent à parler et à écrire le sanskrit. Et ils le font comme à l'époque antique. Et par exemple, de la même façon, de nos jours, les moyens d'impression ont énormément progressé. Mais néanmoins, certains brahmines continuent toujours, en suivant la tradition, à écrire manuellement les textes sanscrits, en suivant les traditions antiques. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, Alexandre le Grand, vous connaissez tous Alexandre le Grand, qui a envahi l'Inde. Et donc, on parle de l'époque avant l'invasion de l'Inde par Alexandre le Grand. Donc, avant l'invasion, eh bien, il y avait une tradition de mémoriser les textes du Veda en Inde. Et ensuite, donc, ce qui s'est produit avec l'invasion d'Alexandre le Grand, c'est que énormément de manuscrits Védas ont été détruits, ont été brûlés. Mais ensuite, comme ils avaient cette tradition de réciter par cœur les mots du Veda, eh bien, donc, ils ont pu préserver ainsi donc tous ces écrits. Autre exemple, vous savez, le fait pour faire le feu. De nos jours, on ne fait pas très attention à comment on fait du feu. Mais par exemple, à l'origine,
le fait de faire du feu en utilisant 2 bouts de bois, vous savez, en frottant 2 bouts de bois d'une certaine façon, donc cette façon de faire, c'est une technique préhistorique. Mais néanmoins, de nos jours encore, en fait, dans certains rituels du feu, eh bien, le feu est produit de cette façon, en frottant 2 morceaux de bois, suivant une technique qui est ancestrale. Et donc, ces pujas de feu, en fait, elles préservent ce savoir-faire quasiment préhistorique, de façon continue jusqu'à nos jours. Et ainsi, on peut voir clairement que les origines et les développements de différentes traditions ont été préservés jusqu'à nos jours. Donc c'est pareil pour certaines sciences ou oui, ou domaines de connaissances. Donc il y a cette particularité en Inde d'avoir des coutumes, des traditions, des sciences, des connaissances qui remontent à vraiment très longtemps et ceci d'une façon particulièrement remarquable par rapport à d'autres pays. Et c'est pour cette raison que des chercheurs de des chercheurs de différents pays se sont intéressés à l'histoire et aux traditions de l'Inde. Donc ça, c'est une des raisons de l'importance de l'histoire de l'Inde. Ensuite, pour parler franchement, l'Inde, c'est un pays qui n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire. Vraiment, pour dire les choses clairement, l'histoire telle qu'on la connaît, où on peut répertorier avec des dates, etc. L'histoire telle qu'on l'entend, en telle année, il s'est passé telle chose, telle année, ben ça, il n'y a pas en Inde. Et pour quelle raison? Donc, il n'y a pas tout ce registre d'histoire de Arya. Donc une des raisons, on dit, vient du fait que les Aryas, la population aryenne de l'Inde, en fait, étaient en grande partie des brahmines éduqués. Et ces brahmines, eux, ils avaient cette philosophie, cette perception que la vie humaine était souffrance par nature et plein de mauvaises actions par nature. Et donc, il dit pour eux, la vie n'est que souffrance et actes erronés. Donc, ils avaient cette perception que la nature de la vie humaine n'est que souffrance, mauvaises actions, et par conséquent, ils n'avaient aucun intérêt à ce qui se passait dans le monde. Donc, ce renoncement s'exprime par le fait qu'ils n'avaient aucun intérêt à noter quelque part qu'à telle date, il s'était passé quelque chose, etc. Il n'y a pas de registre historique. Il n'y a pas de. Donc, à l'origine, donc, ces brahmines éduqués n'avaient pas la moindre intérêt à l'histoire. Et en raison de ce désintérêt, il y a, en fait, donc, 500 ans, en fait, il y a 500 ans, l'histoire de l'Inde était juste un blanc. Simplement parce qu'il n'y avait aucune base de recherche, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les historiens contemporains, donc lorsqu'ils s'intéressent à l'histoire de l'Inde, les historiens contemporains, ils sont un peu obligés de faire des déductions, de faire un travail d'investigation, un peu de détective pour essayer de déduire
telle personne était à telle date dans l'histoire, etc., à partir de, en fait, le peu de littérature qui est disponible dans différentes langues de l'Inde, et ainsi que dans des écrits bouddhistes. Mais, mais ça reste extrêmement dur, parce que donc dans la littérature qui était disponible, ce n'est pas de la littérature historique. Beaucoup étaient en fait soit des récits un peu légendaires, etc. Et, et donc, de ce fait, c'est extrêmement difficile simplement à partir de différents récits qui ont soit des objectifs spirituels enfin des objectifs qui n'ont pas du tout historiques, de déduire de ces différents textes, de faire la part de ce qui est l'ordre de la fiction ou de la vision pure et ce qui est vraiment de l'ordre de l'histoire. Et donc, à la fin, il y a, pour vraiment comprendre comment était l'histoire de l'Inde ancienne, en fait, par rapport aux textes qui sont disponibles, les livres, en fait, ils sont obligés de faire des déductions, un travail de déduction par rapport à telle source dans tel document, etc. Et c'est de recouper avec les différents textes. Mais de ce fait, il y a cette impression que l'histoire antique de l'Inde, c'est comme un trou noir, un puits sans fond de tout sombre. C'est comme si on est dans le noir, on ne sait pas où on va. Et c'est l'impression qu'on a dès qu'on veut essayer de creuser un peu l'histoire ancienne de l'Inde. Et le problème n'est pas simplement qu'il n'y a pas de report historique, c'est que même en Inde, les gens qui s'intéressaient à l'histoire, il n'y en avait pas. En fait, il faut attendre le XVIIIe siècle. L'histoire de l'Inde, en fait, on s'intéresse à l'histoire de l'Inde qu'à partir du XVIIIe siècle. Et encore, on s'y intéresse parce que c'est c'est donc comment on appelle, le vice-roi britannique, donc c'est par un Anglais qui, donc, lorsqu'il était en Inde, eh bien, il encouragea l'étude et la recherche de l'histoire de l'Inde. Et à partir donc de son initiative, eh bien, des Européens ont commencé à faire des recherches sur l'histoire de l'Inde. Voilà, simplement à partir du XVIIIe siècle, parce qu'il y avait comme le vice-roi, l'autorité principale de l'Angleterre en Inde, souhaitait cela, encourageait cela, que en fait donc des travaux de recherche ont commencé. Et donc on peut dire que en fait l'histoire de l'Inde, en fait, elle a été introduite à partir de l'Ouest par l'Europe. Et de nos jours, en fait, il y a des historiens qui s'intéressent à l'Inde un peu partout dans le monde. Et on voit que cet intérêt reste récent. Donc, il n'y a que 200 ans. Et l'Inde, en fait, c'est une histoire très longue. Et si on s'intéresse à l'histoire de l'Inde 400 ans avant Jésus-Christ, il n'y a pas beaucoup de choix qu'utiliser les textes qui restent de l'Inde antique. Néanmoins, la plupart de ces textes, en fait, sont des textes religieux ou des œuvres littéraires très influencées par la religion. Donc, il y a un certain degré. Non, ils indiquent néanmoins un certain degré de comment la société était à l'époque. Mais il y a donc ce doute par le fait qu'il y a un mélange entre le mythe
et les faits historiques. Et c'est difficile, à partir de ces documents, d'en tirer en fait des faits historiques. Bon, on ne peut pas dire que ce sont des documents historiques. Donc, que sont en fait tous ces textes de cette période antique? Donc, ces textes incluent les Védas, les Rig Védas, et donc, ces textes permettent d'avoir une compréhension de la société 1000 ans, disons, entre moins 1500 et moins 500 avant Jésus-Christ. Après que donc, la population aryenne qui s'était installée dans la région de Punjab, et c'est à partir donc des textes qui ont été produits à cette époque, voilà, dans la période moins 1500 ans avant Jésus-Christ à moins 500. Donc on parle d'une période d'un millénaire. Donc ces textes de Védas, les Rig Védas, donc ces œuvres littéraires et religieuses d'abord, et littéraires influencées par la religion, tous ces textes recouvrent une période d'un millier d'années, entre moins 1500 et moins 500. Ensuite, les non-indiens à venir en Inde, donc Alexandre le Grand, lorsqu'il va à l'est avec ses armées pour envahir, donc il est venu avec ses armées pour envahir le pays. Et donc, de cela, l'histoire est connue par les envahisseurs. Et ensuite, après la mort d'Alexandre le Grand, son général Séleucus Ier, je ne sais pas combien prononcer le nom, mais c'est son général, Séleucus Ier, Nicator, quelque chose comme ça. Donc, il a envoyé quelqu'un, Magasthenes, pour en fait, comme ambassadeur pour s'occuper de l'Inde. Dans Mangada, dans la région de Mangada. Vous savez, autour de Bodh Gaya, pour situer un peu la région. Et donc cet ambassadeur, Magasthenes, en suivant l'ordre du général, s'installe dans cette région de Magadha. Et lui, en fait, il a cette initiative de reporter par écrit tout ce qu'il voit, ce qu'il entend. En fait, il note tout ce qu'il a de. Et il semble en fait que ce texte, il est un peu disparu de l'accès public pendant un moment parce que les contemporains de cet ambassadeur pensaient que ses écrits n'étaient pas fiables. Mais néanmoins, cet ouvrage en fait décrit la situation dans la période du 4e siècle avant Jésus-Christ, de moins 400 à moins 300. Et pour les chercheurs, en fait, ça demeure un texte d'une valeur inestimable. Et
Et donc, c'est oui, c'est particulièrement inestimable parce que c'est une période où il y a un développement en Inde qui est incroyable. Donc, de moins 400 à 300 avant Jésus-Christ, moins 400 à moins 300. Donc, et en fait, on a une connaissance de cette période grâce à ces écrits d'une valeur inestimable parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de développement à ce moment-là. Et autrement, avant cette période, donc avant, l'histoire et grande partie, en fait, ne peut être faite que par des déductions. Tout ce qu'on peut dire avant moins 400, on ne peut pas le dire avec grande certitude. C'est des déductions, des approximations sur les personnages historiques et les événements, etc. Ensuite, après le 4e siècle, donc bien plus tard, dans le 4e siècle après Jésus-Christ, il y a le moine, donc un moine bouddhiste chinois, son nom, Fa Xian. En tibétain, on dit Chenang, donc apparence du Dharma, mais en tibétain, Chenang, Fa Xian en chinois. Et il a traversé différentes rivières pour voyager en Inde. Et il en a écrit, il a laissé des écrits, notamment sous le titre voilà, pendant le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc il y a ces écrits de ce moine bouddhiste Fa Xian. Donc par exemple, il y a une série sur le singe, une série un peu légendaire, Piu en tibétain, qui veut dire le singe. Vous voyez, ou un récit bouddhiste. Donc c'est des légendes un peu comme des histoires, les aventures de ce singe prodigieux. Donc là, son histoire est très similaire au moine. Donc c'est un singe qui est bouddhiste, oui. Donc pardon, en fait, donc c'est par rapport à ces récits. Donc en fait, on parle d'une personne qui a dans le 7e siècle a voyagé en traversant les déserts, a voyagé en Inde et qui lui-même, suite à ses visites, donc a écrit différents rapports qui donc donnent de façon détaillée la situation dans différentes régions d'Inde lors de son voyage. Et à la fin du 8e siècle, le chinois Yi Ying donc voyage par la mer pour atteindre l'Inde et après donc a écrit un rapport sur les pratiques bouddhistes depuis les mers du Sud. Donc le titre est un peu plus développé, mais en bref, c'est ça. Et donc, c'est comme un carnet de voyage qu'il a établi. Et en fait, donc, on a 3 carnets de voyage couvrant ces époques, donc depuis
4e siècle, 7e siècle et 8e siècle. Donc, on a par, par des bouddhistes chinois, donc 3 rapports qui, 3 carnets de voyage qui, en fait, même de nos jours, permettent d'avoir une idée dans les écrits, par les écrits chinois de comment était l'Inde à ces époques. Et donc, ces écrits chinois, en fait, sont avérés très précieux pour la compréhension de l'histoire de l'Inde. En particulier, donc, le rapport de Xuanzang. Donc, le deuxième, celui qui est relié à la légende du singe bouddhiste. Donc, oui, là, donc, il y a seulement quelques textes qui est de bonne source pour la recherche dans l'histoire de l'Inde avant le XIIIe siècle. Ensuite, au XIIIe siècle, l'Inde tombe sous l'invasion des musulmans et les règnes et l'histoire commencent en fait à apparaître plus, à partir du contrôle de l'Inde par les musulmans, les dates, les règnes, tout ça devient plus clair. Il y a plus de sources de recherche pour les historiens. Et c'est pour ces raisons, en fait, lorsqu'on discute de l'Inde antique, on doit en fait parler en termes des manuscrits qu'il y avait chez les Grecs, les carnets de voyage chez les maîtres chinois, ou les édits de l'empereur Ashoka. Ensuite, si on veut un peu recouvrir, donc jusqu'à où on peut monter dans l'étude de la civilisation indienne, donc on peut remonter à l'âge de pierre. Par l'archéologie, donc il y a des preuves de la présence de la population en Inde à l'âge de pierre. Donc l'âge de pierre, comme le nom indique, à ce moment-là, il y a des traces donc d'outils faits de pierre qui montrent que une population vivait en Inde et cela remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et donc par les recherches archéologiques, on peut dire ça. C'est de retrouver des outils en pierre, des ossements, etc. Et donc, on a et aussi on pense à combien donc la civilisation, on peut parler d'une période qui a duré 4000 ans. Mais donc la civilisation de cette période est à la fois partagée par donc en fait, bon, lorsqu'on parle de l'histoire de l'Inde antique, on peut la faire partir aux environs de moins 1300 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à peu près le XIIe siècle. Voilà, donc donc on parle de à peu près une histoire de 4000 ans, une histoire d'une civilisation qui s'étend sur 4000 ans. Donc, quelque chose qui est partagé car il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et donc, à partir du XIIe siècle, les rois de l'empire Gauri en Afghanistan, l'empire Gourou,
ils ont envahi l'Inde. Et c'est en fait depuis cette période que l'Inde devint un pays musulman. Et cette dynastie, donc venant de l'Empire Gouri, en fait, a duré 300-400 ans. Et puis ensuite, au XVIe siècle, il y a eu les Moghols qui ont envahi l'Inde et ont pratiquement donc éliminé la culture, la civilisation indienne qui était là avant. Donc à partir de l'invasion au XVIe siècle des Moghols, eh bien donc toutes les traditions religieuses qu'il y avait de la civilisation indienne, le bouddhisme, etc., tout ça était mené à ruine. Et à cause de ça, c'était une nouvelle ère en fait de la civilisation de l'Inde qui commence à partir du XVIe siècle, suite à l'invasion par les Moghols. Mais ensuite, si on compare avec donc, toute la période qui précède, les 4000 ans, donc on ne peut pas le comparer, ce qui suit par rapport aux 4000 ans de l'histoire antique de l'Inde. Donc, depuis 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à donc cette invasion qui donc donne une nouvelle civilisation, une nouvelle ère à l'histoire de l'Inde. Donc, il semble qu'il y ait un problème technique là. Donc, attendez quelques minutes. Il y a un petit souci technique. Attendez, il y a un problème de technique, donc on nous demande de patienter. Et donc, pour ma part, j'en profite, comme je ne suis pas sûr que j'ai été très clair sur ce passage, donc de faire un résumé. Donc, lorsqu'on parle donc de la civilisation indienne antique, donc les recherches la font remonter à 3000 ans avant Jésus-Christ, donc moins 3000 ans, jusqu'au XIIe siècle. Et donc c'est l'Inde antique en fait. Donc l'histoire de l'Inde antique recouvre une période d'environ 4000 ans. Et donc ensuite donc il y a au XIIe siècle l'invasion par l'Empire gourite qui s'installe en Inde, et donc c'est un empire de tradition musulmane. Et donc cette dynastie s'installe, donc leur règne dure 300-400 ans, et puis ensuite un peu plus tard, au XVIe siècle, ce sont les Moghols qui sont aussi de tradition musulmane, je pense, qui envahissent l'Inde, et donc ce qui marque leur invasion, c'est qu'ils détruisent vraiment toutes les traces. Donc ils détruisent sans laisser de traces la civilisation indienne telle qu'elle était pendant la période antique. Oui, donc c'est ça. Juste vérifier pour m'assurer que j'avais bien compris. Donc oui, les Moghols, donc c'est un peuple donc de tradition musulmane, donc c'est ça, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Ah oui, donc aussi juste pour clarifier, lorsqu'on a évoqué donc les documents historiques, les documents historiques donc à partir de Alexandre le Grand. Donc en fait, grâce à donc par le fait que Alexandre le Grand ait envahi l'Inde, donc on a
donc des écrits grecs qui donc permettent d'avoir une connaissance de l'Inde à partir de l'époque de l'invasion par Alexandre le Grand. Et puis donc ensuite, donc ça c'est pour les sources grecques. Et puis ensuite, lorsqu'on parle de la période du IVe siècle après Jésus-Christ, donc il y a tout d'abord un moine chinois, donc en voyageant en Inde établit on peut appeler ça un carnet de voyage. Et puis ensuite, un peu plus tard, au 7e siècle, c'est Xuanzang, je ne sais pas si je prononce correctement, qui donc également fait un pèlerinage en Inde et qui suite à ce pèlerinage établit un grand carnet de voyage puisque lui-même il l'intitule donc un grand rapport des régions sur les régions de l'Ouest. Et donc c'est ce rapport qui va constituer en termes de sources historiques un des documents les plus considérés par les historiens. Et puis à la fin, au 8e siècle, donc un autre maître chinois qui en voyageant en Inde par les mers, donc établit le 3e des carnets de voyage. 大概是你等于学的唐古的搞的是，Ce que j'ai à vous dire tout d'abord, on en était à l'invasion par les Ghurides. Ça peut être plus. Donc, on a parlé d'une période de 300 à 400 ans, le règne de l'empire Gouride. Donc, cette période 300 à 400 parce que on est très vague. Hein. Mais ensuite, oui. Donc, ensuite, par rapport à notre intérêt vis-à-vis des enseignements du bouddhisme, on peut découper en bref l'histoire de l'Inde antique en 4 périodes. Donc là, vous les avez écrits en tibétain, 4 périodes de la civilisation indienne. Donc en fait, ce découpage, elle est fait par rapport à nous, à notre intérêt par rapport aux enseignements du Bouddha. Alors, donc il y a tout d'abord, premièrement, c'est la civilisation de la vallée de l'Indus, qu'on appelle aussi la civilisation à Harappan. Donc la première, elle est entre 3400 à 1600 avant Jésus-Christ, donc moins 3400, moins 1600. La deuxième est la période védique, moins 1600 à moins 600, donc 1600 avant Jésus-Christ à 600 avant Jésus-Christ. La troisième, c'est la période bouddhiste. Donc, comme vous savez, elle commence à partir de 600 ans avant Jésus-Christ, donc moins 600 ans, et elle va jusqu'au XIIIe siècle. 13e siècle de notre ère. Et la quatrième période, en fait, qu'on identifie, est la période où le bouddhisme disparaît en Inde, donc à partir du XIIIe siècle, jusqu'à maintenant. Alors, tout d'abord, la première période, juste pour donner une vague idée, elle commence à peu près 3300 avant Jésus-Christ, moins 3300 ans. Et cette période atteint son apogée aux alentours de moins 2600 à moins 1900 ans. Voilà, donc 2600 ans avant Jésus-Christ à 1900 ans avant Jésus-Christ. Je pense en parlant moins, c'est plus facile. Moins 2600 ans à moins 1900 ans.
Et donc, et cette civilisation, elle était à la base constituée par le peuple dravidien. Donc, c'est un groupe ethnique, les Dravidiens. Ensuite, la deuxième période, la période védique, donc comme on l'a dit, elle commence à peu près moins 1600. Moins 1600, donc 1600 ans avant notre ère. Et à cette époque, la civilisation, elle est principalement incarnée par la population dite aryenne. Donc c'est une population qui arrive de différentes régions et qui s'installe en Inde, notamment dans la région Punjab, le Punjab. Et ils ont beaucoup de foi et de dévotion par rapport à la nature, à l'environnement. Ils font beaucoup d'offrandes, de louanges à la nature. Et les premiers textes, les sources littéraires de cette période sont les Rig Veda et les Védas. Et les populations aryennes continuent à se déplacer vers l'est et s'installent d'une façon durable dans la vallée des rives du Gange. Et ils fondent ainsi de nombreux royaumes très puissants. Et c'est de là que viennent en fait le système de caste, ainsi que le pouvoir de la caste brahmane en fait se solidifie durant cette période. Et pendant cette période, les brahmines éduqués compilent les fameux 4 Védas, et ainsi que les textes qu'on appelle Brahmana. Brahmana, donc par rapport à la civilisation indienne, sont des textes qui sont très importants. Puis aussi, Upanishad, Brahmana et Upanishad sont 2 importants textes, ainsi qu'on parle de longs poèmes que sont Mahabharata et Ramayana, qui ont été écrits donc, durant cette période. Cette période qui a produit énormément pour la culture indienne. Et puis ensuite, les populations aryennes ont commencé à contrôler d'une façon plus globale tout le pays de l'Inde. Et apparaissent notamment ce qu'on appelle les 6 non-bouddhistes, les 6 écoles non-bouddhistes, Astika, Nastika, Ashtana et Nastika, notamment qui sont les 6 grandes écoles non-bouddhistes qui se basent sur les Védas. Et il y a d'autres vues et philosophies qui se sont aussi développées à ce moment-là. Par exemple, donc la religion Jain, à partir de cette période, s'est développée. Donc ça, c'est la deuxième période, la période védique. Ensuite, la troisième période qui nous concerne est la période dite bouddhiste. Donc là, elle commence logiquement à moins 600 ans avec la naissance du Bouddha. Bien sûr, il y a encore différentes discussions sur quand est né le Bouddha. Disons que de nos jours, la plupart d'entre nous
acceptent donc le fait comme quoi le Bouddha est apparu 600 ans avant Jésus-Christ, 600 ans avant notre ère. Et donc, 600 ans avant notre ère, moins 600 ans, les rois qui étaient à l'époque, en fait, soutenaient très fortement le bouddhisme. Et il en résulte que le bouddhisme, à cette époque, a fleuri. Et à l'opposé, ça a baissé l'influence de la caste brahmine. Donc, pour les brahmines, donc l'apparition du Bouddha, c'était un peu comme une grande perte pour leur tradition. Et puis, l'empereur Ashoka, plus tard, hein, bien plus tard, l'empereur Ashoka, en tibétain Gyalpo Nyangme, donc il est connu par le fait qu'il est apparu dans les régions centrales et qu'il a notamment unifié presque tout le pays de l'Inde. Il a non seulement unifié tout l'Inde, mais il a également établi le bouddhisme comme religion d'État. Et en plus de cela, il a créé un conseil dont le rôle était de compiler les enseignements du Bouddha. Donc, on parlait de même, par la suite, plus tard, oui, par la suite, une dynastie très puissante appelée Andhra, qui est apparue dans le sud, alors qu'au nord, c'était la dynastie Gupta, Yuzi pour les Bakhtri, pour l'ouest, pardon, et l'un de leurs rois était Kanishka Ier. Et donc le roi Kanishka, donc on parle ici de la région ouest avec les Bactriens, eh bien le roi Kanishka Ier, il a converti au bouddhisme. Et donc de ce fait, dans ces régions, le bouddhisme a commencé à vraiment fleurir dans les 4 directions de l'Inde. Et même en dehors de l'Inde. Donc, donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le bouddhisme est devenu une religion mondiale parce que son développement sortait de l'Inde par les 4 directions. Ensuite, le roi Vikramaditya, qui est apparu au nord de l'Inde, était un grand mécène pour la religion hindoue. Et donc, de ce fait, la religion brahmanique a été ravivée. Mais il en a résulté une opposition mutuelle avec le bouddhisme. Et ensuite, la nouvelle forme du brahmanisme commençait à devenir plus visible. Et donc, il y avait comme un peu comme des opposants. Le brahmanisme nouveau commençait à s'épanouir et donc il commençait à avoir donc des débats entre ces 2 religions, entre le bouddhisme et le brahmanisme, des débats, même des conflits. Donc on peut parler d'une nouvelle forme du brahmanisme parce qu'en fait elle était donc l'ancienne forme avait un peu décliné et là c'était une nouvelle forme. On peut la distinguer par rapport à la forme du brahmanisme avant donc ce roi mécène. Et puis ensuite, il y a eu le roi Harshavardhana. Probablement c'est lui. En tibétain, on dit Tsuchimnime. Donc c'était ce roi qui venait après. Lui, par contre, était un grand mécène pour le bouddhisme. Et grâce à cela, eh bien, l'étude du bouddhisme se mit à être vraiment très appuyée.
l'étude du bouddhisme commençait à rayonner. Donc, ça, on est autour du 7e siècle. Donc, ça, c'est cette troisième période. Donc, ensuite, la quatrième, c'est la période de la disparition du bouddhisme en Inde. Donc, tout d'abord, je crois que c'est un calife arabe qui a envahi l'Inde plusieurs fois. Et par la suite, donc c'est plusieurs fois il a envahi l'Inde. Et ensuite, des peuples turcs venant d'Afghanistan, donc je pense que c'est les Turcs. Donc en anglais, on dit Turkish. Je pense que c'est les Turcs venant d'Afghanistan et qui ont envahi et ont pris en contrôle de l'Inde au XIIIe siècle. Et notamment ont établi le sultanat de Delhi. Donc c'était vraiment à ce moment-là une dynastie musulmane qui s'était ancrée en Inde. Et pendant cette période, le bouddhisme a beaucoup souffert, mais néanmoins demeurait présent dans différentes régions. Mais on dit à ce moment-là, c'est une situation où on ne savait pas trop comment était le bouddhisme. Mais par contre, au XVIe siècle, lorsque les Moghols ont envahi l'Inde à ce moment-là et qu'ils ont établi la dynastie moghole, donc une dynastie de tradition musulmane, à ce moment-là, donc l'Inde devient un pays musulman et à ce moment-là, donc le bouddhisme est vraiment éradiqué de l'Inde sans laisser la moindre trace. Autant donc avant, dans les invasions précédentes, par les peuples turcs de l'Afghanistan, le bouddhisme a souffert de ces invasions, mais demeurait présent dans quelques régions. Mais là, à partir de l'invasion au XVIe siècle, donc là, c'est vraiment donc l'éradication du bouddhisme en Inde. Donc ici, on a présenté ici ce découpage en 4 périodes. C'est un découpage qui est propre à notre intérêt par rapport à l'étude de l'origine du bouddhisme et de l'origine des mantras secrets. Mais ensuite, d'une façon plus générale, on ne peut pas vraiment faire ce découpage en 4 périodes. Tout simplement parce que, en fait, dans l'histoire de l'Inde, il y a une multitude de petits royaumes. Et même, en fait, lorsqu'on parle de l'Inde, en fait, il s'avère que c'est un pays qui était fragmenté. Et rarement, il a été unifié. Donc, par exemple, si on regarde dans la géographie du pays, en fait, en dehors de la période où l'empereur Ashoka, donc tout d'abord l'empereur Ashoka, et puis ensuite plus tard l'invasion par l'implantation de la dynastie moghole, en dehors de et puis plus tard par la prise de contrôle par l'Angleterre, l'Empire britannique. Donc en dehors de ces 3 périodes, en fait, l'Inde n'était pas vraiment unifiée. En fait, c'était une multitude de royaumes, de différents royaumes qui parfois se battaient entre eux, se conquéraient les uns les autres ou par moments se supportaient les uns les autres. Et donc, par conséquent, c'est difficile d'une façon générale de faire des divisions périodiques comme ça. Parce que, en fait, parce que l'histoire de l'Inde
c'est une histoire d'une multitude de royaumes qui ont évolué, ont interagi les uns avec les autres. Il n'y a pas à proprement parler donc d'un pays, d'un pays unifié, en dehors donc des périodes qu'on a évoquées avec l'empereur Ashoka, la dynastie moghole et puis ensuite la prise de contrôle par l'Empire britannique. Mais en dehors de cela, euh, donc on ne peut pas parler, enfin, donc il est difficile d'établir des périodes en fonction des dynasties, simplement parce qu'il y a tellement de dynasties différentes, de royaumes différents, etc. Et juste, en fait, voilà, pour bien comprendre par rapport au contexte du développement du bouddhisme, en fait, on peut distinguer ces 4 périodes par rapport à notre intérêt à l'histoire du bouddhisme. Ensuite, hindou, indien, on dit tout le temps, au tibétain, on dit Jagal. Mais ensuite, si on s'intéresse à l'origine de ce mot, donc en tibétain, on dit Jakal. C'est difficile d'expliquer d'où vient en fait ce mot en tibétain. Mais par exemple, hindou, india, le terme plus commun qu'on utilise. Donc, d'où est-ce qu'il vient? Alors, en fait, lorsque les peuples aryens ont envahi le subcontinent indien par le nord-ouest, donc ils arrivent du nord-ouest et ils se sont installés sur les bancs du fleuve Sindhu ou Sindhu Indus. On parle de la vallée du fleuve Indus. Et l'origine donc de l'Indus ou Sindhu est le Tibet. Et c'est donc il est de différents fleuves qui au niveau des montagnes, de fleuves ou rivières au niveau du Tibet qui se rejoignent, forment le Sindhu ou Hindu. Et c'est un fleuve donc qui parcourt l'Inde ensuite pour aller dans la mer d'Arabie. Et donc le mot hindou ou sindhu, donc suivant qu'on utilise le terme sanskrit ou un autre langage, c'est hindou ou sindhu. Et la raison qu'on retrouve ce mot est que donc la population aryenne, lorsqu'elle s'installe le long du fleuve Sindhu ou Indus, donc ils avaient très peur de ce fleuve, des inondations qu'il pouvait produire, etc. Et donc ils avaient très peur. Et en fait, même le nom de Sindhu ou Hindu, en fait, il signifie eau ou océan. Et ils ont donné le nom à ce fleuve par rapport aux peurs qu'ils avaient liées aux crues de l'Indou, le Sindhu. Et c'est pour ça donc que la région d'abord en fait était appelée la vallée du fleuve Sindhu ou Indou. Et donc ainsi, en fait, si on dit le Sindhu, petit à petit est devenu hindou. Et donc jusqu'à devenir maintenant le nom India, comme on connaît par exemple. India. Mais par exemple, en perse, on disait Sindhu. Par exemple, par rapport aux écrits de la Chine antique, donc cette région, il l'appelait donc avec une prononciation Sindhu, Hindu. Donc ça sonnait entre Sindhu et Hindu. Donc il y avait différentes suivant les textes par les sources chinoises également. Donc c'était Sindhu, Hindu. Et ensuite, dans les anciens textes,
indiens, même, donc eux-mêmes, ils disaient pas hindou ou hindou, ils disaient Bharata, pardon. Bharata, et puis pour les Tibétains, on dit Jambudvipa. Donc en fait, de nos jours, Jambudvipa, c'est le nom qu'on utilise pour désigner notre monde. Mais à l'origine, ce mot était utilisé pour parler du continent indien. Zambuling, pour ceux qui font le mandala de l'univers. Donc Jambudvipa. Et en fait, donc les Indiens eux-mêmes, au départ, ne s'appelaient pas Indiens ou c'est en fait c'est par les Persans. En fait, c'est par la Perse antique, leurs voisins perses, qui donc appelaient en fait donc les Indiens Sindhu. Ils disaient le terme Sindhu, le mot. Et en fait, c'est par l'influence perse que on appela ainsi Sindhu, hindou, et que également donc les Romains antiques également suivirent la façon de parler des Perses, et donc avec le temps c'est devenu assez rapidement Hindus indien. Donc on va terminer avec les prières de dédicace.